Asperoid. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre émission de référence, le Grand Forum, tous les jours de 16h à 18h sur France Maghreb 2. Voici le programme. Tout à l'heure en fin d'émission, le zapping bien sûr, avec quelques extraits de ce qu'il ne fallait pas rater ou pas d'ailleurs à la télévision. Le quiz en fin d'émission, vous le savez. La belle histoire aussi pour nous faire la chronique de fin d'émission tout à l'heure. Et notre invité Ali Diawara qui est candidat dans la 4e circonscription de Seine-Saint-Denis. Ils sont beaucoup d'ailleurs dans cette circonscription, ils sont environ une douzaine. Donc Ali Diawara qui sera avec nous tout à l'heure sur France Maghreb 2. Nous allons parler de Mbappé, Kylian Mbappé qui a re-signé jusqu'en 2025. Est-ce qu'il a signé pour l'argent ou pas ? On se posera la question, on en débattra en tout cas. Qu'en pensez-vous de la re-signature de Kylian Mbappé ? Et puis, pour commencer notre débat, notre premier débat, ce ministre est déjà un camouflet pour le gouvernement Dania Abad. Est-ce que finalement c'est une accusation plus morale qu'autre chose, puisqu'on rappelle qu'il a eu 2 non-lieux de saisie dans cette affaire, de prononcer dans cette affaire. Mais pourtant, ça fait les choux gras de la presse. Dania Abad au cœur de la tempête gouvernementale. Avec vos appels au 01 40 33 9000 évidemment. C'est le numéro du bonheur, numéro de la liberté d'expression qui vous emmène et qui est ouvert jusqu'à 18h. Le Grand Forum, Christophe Fraud sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Et ils sont avec nous aujourd'hui, la belle histoire. Bonjour Mam. Oui, bonjour. Comment ça va ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça va et toi ? Qu'est-ce que tu règles comme problème ? Non, je règle le problème des casques. Ah bon ? Vous voyez, comme quoi il faut tout s'occuper ici. Il n'y a plus de casque, il n'y a plus rien ? En fait, il faut régler le son, tout ça, etc. Ah mais bah, Nadège chacun se démerde, est hein. une très très bonne assistante. Ah bah évidemment, c'est la mienne, forcément. Oui, absolument. Monsieur Ali, directeur commercial, comment ça va mon Ali ? Très bien, et toi ? Très bien. Très bien. Est-ce que Pierre-Henri, ici présent, a payé son resto qui te doit ? Non, bientôt là. On va s'organiser. Bonjour mon Pierre-Henri, comment ça va ? Ça va plutôt bien, mais je vois pas à quoi tu fais allusion. Vous aviez fait un pari et tu l'as perdu, donc tu non, un resto, je l'ai pas perdu, pas du tout. Je conteste ça. Tout à fait. Mais chacun sait bien que tu es un peu partisan. Mais ça va en fait, Christophe. Ça fait 3 semaines que je ne t'ai pas vu. Comment ça se fait d'ailleurs ? J'avais des choses à faire à l'extérieur de ce pays. Ah bon ? Ah oui. Et moi, on m'a dit que tu allais rentrer au gouvernement. Je ne sais pas qui t'a dit ça, mais tu mais sais, il faut pas écouter toutes les rumeurs. Ah bon ? Ouais, non. On t'a rien proposé ? Mais non. Ton téléphone n'a pas sonné ? Mais non, et j'ai pas attendu, puisque... T'as pas fait comme Manuel Valls, t'as pris un abonnement chez tous les opérateurs ? Eh bien, moi, j'étais à l'étranger. Ah oui, voilà. Tu as bien voyagé donc. Voilà, absolument. Ouais. C'était bien ? C'était très très bien, très bien. J'étais au Sénégal. Ah oui, sympa. Très beau pays. T'as dit bonjour à Macky Sall ? Oui. Bon, oui, très bien. Oui. Très beau pays, Sénégal. Très beau, oui, très beau pays avec un certain nombre de difficultés, une biennale des arts qui est organisée en ce moment même à Dakar. Voilà, c'est un rendez-vous annuel des artistes du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest, assez remarquable. Ah, ça me fait plaisir. Ouais. Pierre-Henri au Sénégal, donc tout va bien. Ouais. France Fraternité se porte bien ? Prospère, hélas, d'une certaine manière, puisque nos projets en matière de solidarité ne se démentent pas sur le terrain. C'est près de 400 personnes qui sont accueillies, hébergées, accompagnées chaque jour, plus des tas d'autres projets autour de la lutte contre les discriminations, de la promotion de la diversité. Et donc, voilà, France Fraternité va bien. Et merci à tous nos collaborateurs et bénévoles qui, chaque jour, font vivre cette belle organisation. Bon,
Et bien voilà que les nouvelles sont prises, donc nous voici repartis dans les débats, toujours plus de débats sur France Maghreb 2, le LGF, le grand forum, à peine... Le quiz. Non, c'est pas maintenant le quiz. Ah ouais, Ça fait longtemps qu'il est pas revenu. Ah ben ça change tellement vite ici dans cette maison. Voilà, je reconnais plus rien, moi. La mauvaise À foi part historique, Nadège, ce sera pour plus tard. Même Mam qui a pris une place maintenant dans le studio. Mais où va-t-on? C'est bon, c'est fini, le bureau des plaintes est refermé, Ouais, voilà. On peut y aller? Ouais. Alors, donc c'est notre premier débat, et à peine nommé, déjà au cœur de la tempête, le ministre de la Solidarité et du Handicap, Damien Abad, au cœur de la tempête médiatique. Porté plainte au commissariat 1 an après, mais j'ai pas réussi à signer et aller jusqu'au bout. Mais 6 ans plus tard, j'ai réussi à le faire. C'est parce que Damien Abad était omniprésent dans les médias et que je pouvais plus supporter juste de le voir, d'en souffrir et que lui ne soit inquiété en rien. Une polémique que la Première ministre a tenté d'esquiver cet après-midi. Pas d'allusion du chef de l'État à cette polémique, mais à l'issue du Conseil, la nouvelle porte-parole rappelle la ligne du président. La justice est la seule à devoir et à pouvoir trancher. À ma connaissance, au moment où nous nous parlons, aucune autre procédure n'est en cours à l'endroit de Damien Abad. J'ai toujours évité de mettre mon handicap en avant. J'ai été contraint malheureusement de le faire aujourd'hui pour me défendre et même de dévoiler mon intimité en détail en expliquant que les faits qui m'étaient imputés étaient matériellement impossibles. Vous allez démissionner. Écoutez, un homme innocent doit-il démissionner? Je ne crois pas. Merci beaucoup. Damien Abad, c'était à l'issue du Conseil des ministres, le premier Conseil des ministres qui avait lieu hier. Alors on va le dire, au cœur de la tempête, oui. Il y a plus une question de morale dans cette histoire, puisque question justice. L'affaire a déjà été portée devant la justice à 2 reprises, et à 2 reprises, ça s'est terminé pour l'une des plaignantes par un non-lieu. Ceci étant, c'est assez embarrassant quand même pour le début de ce gouvernement, Pierre-Henri. Damien Abad, est-ce qu'il faut qu'il démissionne ? Mais je crois qu'il faut reprendre surtout l'ensemble de ces affaires et les emballements qu'il y a autour. Nous sommes entre le principe de précaution et la présomption d'innocence. Absolument. Et si je prends l'affaire Taha Bouaf, et je la mets en face de celle de Damien Abad, ce que je constate surtout, c'est qu'un certain nombre de médias et de forces politiques instrumentalisent les violences faites aux femmes en fonction de leur propre intérêt. On a vu dans l'affaire Taha Bouaf une offensive très forte contre la LFI, le parti de Mélenchon, lui reprochant de ne pas avoir saisi la justice, oubliant simplement que Taha Bouaf a été mis de côté et que les victimes supposées, présumées, ne voulaient pas porter plainte. Dans l'affaire Damien Abad, il y a eu des plaintes. Il y a eu décision de la justice. Si maintenant, alors que la justice a rendu son verdict, il faut démissionner de ses fonctions tout simplement parce que on est la cible d'accusation, c'est quand même extrêmement... C'est pour ça que je parlais de morale en fait. Mais il n'y a pas de morale dans cette affaire. Le problème, il est que la justice a été saisie, qu'elle s'est prononcée, qu'il n'y a pas, a priori, d'après ce que je sais, de faits nouveaux, et qu'il s'agit simplement d'emballement médiatique. Mais au bout d'un moment, je rappelle la chose suivante, c'est qu'il y a quelques années, la parole des femmes était dévalorisée, pas crue, etc. Aujourd'hui, la parole des femmes doit-elle être sacralisée? Je ne le pense pas plus. Il faut protéger les femmes contre les violences sexuelles, mais il faut aussi garder dans notre droit la présomption d'innocence. Sinon, on ne s'en sort pas. Et donc, moi, je demande à tout le monde de se calmer et d'arrêter d'instrumentaliser ces affaires de manière lamentable, parce que, franchement, on n'a rien
rien d'autre à parler dans ce pays que ces affaires supposées. Il y a chaque jour Par contre, un certain l'argument nombre du de handicap, femmes. c'est un peu limite quand même. Pardon ? L'argument qu'il a invoqué concernant son handicap, c'est un peu limite quand même. Mais moi, je n'en sais rien. Je ne défends pas Damien Abad. Je dis tout simplement que ces affaires sont instrumentalisées et qu'au bout d'un moment, ça ne sert ni la cause féministe, ni la justice, ni la présomption d'innocence. Le problème dans cette histoire, c'est que les informations qui sont rapportées par Mediapart étaient connues de la présidence et donc avant qu'il soit nommé. Mais quand donc ils ont pris le risque quelque part. Oui, aussi. mais quand on est pris dans ce type d'affaires, ça veut pas dire qu'il est coupable. Attention. Hein. Ben oui, mais sauf que aujourd'hui, le système médiatique s'est assis sur la présomption d'innocence. Moi, je vais te dire quelque chose de personnel. Oui, en 2013, c'est-à-dire il y a 10 ans, j'ai été pris dans une affaire où d'abord j'ai eu un grand papier dans un journal quotidien m'accusant de détournement d'argent. Ah bon ? Oui, absolument. Il y a 10 ans. Ouais. Il y a 10 ans. Ouais. Et puis il y a eu une enquête. Ça s'est soldé par un non-lieu. L'affaire a été classée. Mais pendant 2 mois, la souffrance dans laquelle j'ai pu me trouver, tout simplement parce que l'accusation ne reposait sur rien. Elle est complètement terrible. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai compris ce que ça voulait dire d'être dans la lessiveuse. C'est-à-dire de rentrer dans un espèce de système où, de toute façon, vous êtes suspect. C'est absolument infernal. Et donc, oui, nous avons changé d'époque. Et toute accusation aujourd'hui fait porter en réalité sur la personne qui est présumée innocente un poids qui est énorme. Voilà. Ali, sur cette affaire Damien Abad, baissez vos casques, ça y est, du Arsène. Damien Abad. Alors moi je suis dans cette affaire-là, comme disait cette polémique, malheureusement on est dans un pays où on adore beaucoup les polémiques. Donc, la question qu'il faut se poser avant, c'est quant aux nominations. On est dans un état. Moi, j'étais très étonné, surpris et très déçu dans cette pseudo-affaire. Premièrement, je pense déjà que lorsque ce Damien Abad, en tout cas ce monsieur, l'État dispose de moyens, lorsqu'on recrute quelqu'un, de regarder son CV, son expérience professionnelle, et lorsqu'on aspire à des ambitions politiques, éventuellement les problèmes qu'il pourra avoir d'un point de vue juridique. Visiblement, ça existait. Donc là où je suis un petit peu très déçu, c'est que la Première ministre, Madame Elisabeth Borne, a dit « je l'ai appris par la presse ». Donc ça ne fait pas très très sérieux. Il eût été préférable, je pense, et là je peux rejoindre peut-être ce que disait... c'est faux en plus. Oui, ce que disait Pierre-Henri. Je pense que l'État disposant de moyens, on est capable de dire effectivement, aujourd'hui, ce monsieur-là, dans son CV, on a vu qu'il avait peut-être des problèmes avec la justice, mais il en est sorti blanchi, et ensuite... Il y a une communication à faire lorsqu'on décide de nommer ce ministre, peu importe son nom, en disant, écoutez, voilà, nous avons nommé, et tout de suite derrière, nous sommes au courant qu'il y a telle ou telle affaire, ou telle affaire, être prêt. Or, visiblement, on voit qu'il n'y a pas du tout de préparation. Ouais. C'est un peu la panique. Ouais. C'est un peu la première ministre qui dit ça. La porte-parole dit à ma connaissance. C'est pas à sa connaissance à elle, c'est à la connaissance du gouvernement. Donc tout ça, ça fait pas sincèrement très sérieux. La deuxième chose qui m'interpelle un peu sur ce dossier-là, c'est que ce monsieur Damien Abad, ce ministre, faisait déjà de la politique avant, puisqu'il était dans les Républicains il y a déjà 2 mois. Et il avait un rôle qui était quand même assez important. Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à son passé juridique une fois qu'il est ministre, alors qu'il était quand même sur le siège de l'Assemblée nationale pendant très longtemps, et qu'on ne s'est pas intéressé quelque part à son passé juridique. Donc quelque part, moi je ne comprends pas pourquoi, d'un seul coup d'un seul, on est là à découvrir des choses. C'est vraiment, sincèrement, très surprenant et très décevant. Et maintenant, on rentre dans une espèce de polémique. Doit-il démissionner ? Ne doit-il pas démissionner ? Moi, j'aurais préféré que la porte-parole assume en disant « Nous connaissons tout l'historique de M. Damien Abad. Nous avons eu connaissance de toutes les informations et nous avons décidé,
puisque ce monsieur a eu des problèmes avec la justice il y a 10 ans, et nous avons décidé, en tenant compte de tous les éléments, qu'il était ministrable. La question qu'il faut se mettre... Quand on est dans une entreprise... serait quelque part d'assumer, en fait. Voilà. Non, mais pas d'assumer. Moi, je fais du recrutement. Lorsque je recrute quelqu'un, je regarde son CV. Ouais. Voilà. Je peux regarder son CV, la compétence qu'il a, ce qu'il a traité dans telle ou telle entreprise, veiller même à l'audit et discuter avec lui pour pouvoir éventuellement le recruter. Ouais. Là, qu'est-ce qui se passe? Comment sont nommés ces ministres? On a l'impression qu'ils avaient un mois pour le faire. Est-ce que ça s'est fait à la va-vite? Et si ça s'est fait à la va-vite, c'est un peu dommage. Et si ça s'est pas fait à la va-vite, dans ces cas-là, que la porte-parole du gouvernement assume le choix en disant, effectivement, ce monsieur a eu un problème avec la justice, mais il en est sorti blanchi. De l'impréparation, en fait, en quelque sorte. Non, mais là où j'en veux énormément, c'est quand la Première ministre a quand même dit, je l'ai appris par la presse. Oui. Sincèrement, ça fait pas très sérieux. Tu vois, ça fait pas du tout sérieux. Moi, ce monsieur, qu'il ait commis, pas commis, peu m'importe. Moi, j'aurais préféré qu'elle dise, nous avons choisi ce collaborateur-là, et j'aurais préféré dans ces cas-là qu'on aille poser aux gens des Républicains. Parce que je pense que les Républicains ont l'historique et le pédigré de ce monsieur Damien Abad. Donc de l'impréparation, ça c'est clair et net, voilà. Le manque de clarté de la part de la porte-parole du gouvernement, voilà. Et maintenant, comme disait Pierre-Henri, on rentre dans ces polémiques stériles, voilà. Alain Juppé a été condamné, ça ne l'a pas empêché de se présenter aux Républicains parce qu'il a assumé sa condamnation, il est parti pendant quelques années, il a payé le revenu. Monsieur Damien Abad dit... il avait surtout payé pour Jacques Chirac. Oui, ça c'est autre chose, Pierre. C'est autre chose. Non, mais je veux dire par là, c'est que si quelqu'un, je sais pas, on nomme quand même des ministres, et en plus de ça, c'est là où quelque part j'en veux un peu à ce gouvernement, déjà, le tout début, c'est on lui donne quand même un rôle important. On le nomme quand même dans ministre de Solidarité. Donc quelque part un poste, du handicap. Voilà, et un poste un peu sensible. Donc par contre, ce qui est sensible, c'est que c'est l'heure de la pub. Et ça, on peut pas y déroger. Vous connaissez encore le l'argent, toujours l'argent. Oui, mais l'argent et c'est pas du détournement là pour le coup. Ça rentre direct dans les poches. Il y a jamais eu de détournement. Jamais. Non-lieu. Voilà. À tout de suite. Même pas non-lieu, affaire classée avant même. Sans suite. Voilà. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF, le Grand Forum, votre émission de référence avec monsieur Pierre-Henri, président de France Fraternité, Ali, notre directeur commercial, et nous parlons de l'affaire Abad. Alors quand on entend par exemple hier, ou plutôt avant de parler de Sandrine Rousseau, Pierre, sur ce qu'a dit Ali il y a quelques instants, est-ce que tu as quelque chose à rajouter éventuellement ? La seule chose, je suis assez en accord avec ce qu'il dit, la seule chose c'est que il faut bien voir quels sont les équilibres recherchés au sein de ce gouvernement. Oui. Il se trouve que, en même temps, si j'ose dire, Damien Abad est une prise de guerre. C'est l'ancien président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Oui, tout à fait. Et donc, ça a pesé évidemment dans le choix. Et quand Elisabeth Borne dit « j'ai appris ça par la presse », tu crois Mais oui, j'y crois. Mais oui, seul, hein. Mais non. Mais dans ces cas-là, c'est la vraie préparation. Mais j'y crois au sens où elle s'est pas penchée personnellement sur le CV des gens. Elle n'a retenu dans la composition de son gouvernement que un certain nombre d'équilibres. Ensuite, il y a des services qui font le travail. Normalement. Voilà. Et donc, ils ont considéré, au vu de ce qu'ils savaient, qu'ils pouvaient prendre le risque. Bien sûr. Voilà. Oui, mais là, et c'est faire fi quand même de l'ambiance dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Oui, mais moi je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où tu sais que cette personne-là a un antécédent juridique, quel qu'il soit, et qu'elle en est sortie blanchie, j'ai des éléments. J'ai des éléments de langage pour pouvoir déjà anticiper ce qu'on va me dire. Et là, ce que je comprends pas, c'est qu'on a l'impression que c'est un peu la panique. Porte-parole à ma connaissance, Premier ministre, il est un peu désemparé. C'est là où je dis, regarde, tu prends par exemple aujourd'hui quelqu'un on prend l'exemple dans la. Si tu veux dire manque de professionnalisme, complètement. C'est comme si tu prends quelqu'un de la société civile et qui va embaucher quelle entreprise de rénovation, qui va embaucher quelqu'un qui a fait de la prison et qui a un casier. Bon, il va dire voilà monsieur, j'ai
j'étais en prison, je sors de prison. Il a le droit de travailler. Il a le droit de travailler. Ah bah là, il a payé sa dette. Exactement. Là, le patron dit, bah écoutez, voilà, moi j'ai embauché quelqu'un, moi ça m'est arrivé, je connais quelqu'un qui a fait ça. J'ai embauché quelqu'un, il n'y a pas de problème. Là où on sent que c'est un peu la panique, et là, tu vois, on vient d'apprendre en off, là, qu'il y a d'autres dossiers qui arrivent. Donc moi, j'en sais rien. Oui, moi, il y a en tout cas, sur les réseaux sociaux, une autre histoire qui semble concerner Damien Abad. Je te pose la question, toi, si tu avais été Premier ministre, est-ce que tu aurais pris... Parce que Damien Abad, visiblement, ce qui intéresse Macron, le président, c'était plus ce qu'il représente en étant le patron des Républicains à l'Assemblée nationale. Est-ce que quelque part, le jeu en vaut la chandelle? C'est-à-dire, tu dis, moi je l'aurais pris, je sais que je vais avoir des problèmes avec la presse derrière, mais c'est pas grave, c'est une prise de guerre qui pour moi m'intéresse. Est-ce que toi tu l'aurais fait? Moi, j'aurais raisonné d'abord en termes de compétences. Tout à fait. Est-ce que tu l'aurais fait? Et si le type est compétent, sur le dossier sur lequel je le mets, je le prends à partir du moment où la justice s'est prononcée. Non, mais dans le contexte actuel. Mais j'aurais fait en sorte que la riposte arrive immédiatement. Mais ça ne vous aura pas échappé, Pierre-Henri n'est pas Premier ministre. C'est vrai, pas encore. Mais attention, il y a le gouvernement 2 qui arrivera après les législatives. Oui, mais il faut pour cela qu'il emporte la majorité. Et puis Christophe, il y a les conseillers de l'ombre. Ça peut être un spin doctor aussi. Oui, absolument. Il ne te l'a pas dit. Hein. Bon. Ceci étant, on peut reprocher à la presse de faire son boulot ou pas? Non, pas du tout. Moi, je pense que la presse... Mais elle le fait à des timings quand même. Oui, mais regarde... elle le fait avec beaucoup d'instrumentalisation. Oui, mais ça, Pierre, on le sait. Elle l'a fait avec Tabouaf, elle le fait avec Damien Abad. Mais elle le fait avec et à la fin, je vous rappelle... la question centrale, c'est est-ce que on est dans impunité zéro dès lors qu'il y a violence sur les femmes? Et donc, on est bien d'accord là-dessus. Le problème, c'est comment on fait. Parce que y a la parole de la victime, et puis l'accusé, il y a une présomption d'innocence. Et donc il faut que la justice aille plus vite, mais il faut aussi garder ce principe fondamental pour la justice de notre pays, qui est celui de la présomption d'innocence. On ne peut pas condamner sur simplement des rumeurs. Moi, je réitère ce que je t'ai dit auparavant. Moi, si je nomme quelqu'un, je connais son historique, j'assume complètement son historique et je préviens à l'avance qu'effectivement, qu'en dépit de son passé juridique, quel qu'il soit, j'ai quand même décidé de le prendre. Voilà. C'est très simple, clair et net et moi, je m'arrête là-dessus. Maintenant, sur la notion de polémique, on sait que, regarde, le ministre de l'Éducation nationale, on l'attaque non pas pour son casier judiciaire. Ça, c'est autre chose, oui. Oh, mais tu regardes, pour la polémique, comme disait Pierre-Henri, on est encore dans la polémique. Ouais, mais vient d'où la polémique de l'extrême droite? Là, oui, mais tout à fait la polémique. Alors, si c'est pas de la polémique juridique, là, par contre, là, tu vois, on est obligé d'expliquer qu'il n'a pas dit ça, le ministre de l'Éducation nationale, tatati. Donc, on rentre encore dans la polémique. Là où peut-être... Oui, en ce qui concerne Pape Ndiaye, c'est tout simplement l'expression d'un racisme avéré. Voilà. Que va-t-on reprocher à un chercheur, à un intellectuel qui a travaillé sur la question des minorités, sur la condition des Noirs dans ce pays, et on va lui reprocher le fait qu'en 2016, il a participé pendant 1 heure en tant qu'intervenant à une réunion non mixte. Mais on marche sur la tête. Non, mais Pierre-Henri, tu vas complètement dans mon sens, c'est que là, dans ces cas-là, le président et le Premier ministre assument leur choix. Ça, c'est très bien. Non seulement ils l'assument, mais je pense que pendant une semaine, ou pendant quelques jours en tout cas, on a oublié dans la composition de ce gouvernement qu'en réalité, les ministres régaliens n'avaient pas changé. C'est exactement, c'est ce que j'allais dire. Et donc, on n'a parlé que de voilà, exactement. Eh bien, quelle harmonie sur ce plateau. Oui, absolument. Je ne sais pas si ça va durer longtemps, mais bon, pour l'instant, ça va. 01 40 33 9. Ça t'ennuie, hein, Christophe? Est-ce qu'il faut, comme l'a demandé Sandrine Rousseau, la féministe en chef hier sur RTL, pour le principe de moralité, qu'il démissionne? Alors moi, ma réponse, elle est claire et nette, c'est, je pense, non. Sandrine Rousseau, je pense que cette dame-là
a besoin d'exister. Elle existe au travers de la polémique. Il faut aller Voilà. voir son... Et je pense qu'elle... Pardon, Ali. Oui. Je ne sais pas si tu as déjà vu comment son compte parodique Sardine Rousseau sur... Non, ça c'est pas bien ça. Non, Pierre, arrête, c'est pas bien ça. C'est pas bien, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. C'est pas Bon, allez, c'est pas bien. Non, mais là, c'est vrai qu'il y a Sandrine Rousseau. Déjà, au sein même de son parti, je ne sais pas si elle faisait l'unanimité. Non, mais là, effectivement, pas vraiment, non. En fait, elle existe qu'au travers de la polémique. Oui. Et je répète et je réitère, ce monsieur-là, s'il a été choisi, je pense et j'espère sincèrement que les services de ce pays ont bien vérifié. Il y a un ministre qui est mis en examen, Pierre-Henry, qui s'appelle le garde des Sceaux. Tu vois, il est resté, continuité. Oui. Ben, il est comme resté. Oui, le président assume son choix en disant, il a beau être mis en examen, ben j'assume de laisser le ministre de la Justice en place. Alors, pour la règle incroyable. Pour la règle des ministres qui se présentent, ils sont 15 à se présenter à l'élection législative. Je trouve ça d'ailleurs un peu particulier, moi, qu'un ministre puisse se présenter à une élection législative. Mais bon, ça m'appartient. La règle est claire et je la trouve bonne. C'est-à-dire que tout ministre qui perd l'élection législative doit démissionner, y compris d'ailleurs, parce qu'elle se présente, Elisabeth Borne. Donc à peine nommée, elle a déjà une épée Damoclès là. Bah, une petite pression sur la Ouais. tête, Oui, voilà. Et je trouve que cette règle, elle est démocratique, voilà. Après... Est-ce qu'elle a toujours été respectée ? Je n'ai pas la mémoire exacte de cela, mais il me semble que oui. Est-ce qu'elle a été respectée ? Il me semble que non, mais je sais plus. Non, on va voir notre invité qui est déjà là, qui regarde, scrute, mon Ali. Scrute. Il me semble qu'il y a eu quand même quelques déboires. Après, quelque part, le fait d'être ministre et de se présenter dans une certaine Ça vous choque pas, circonscription, vous ? Sachant qu'en France, la politique est un métier, Ouais. on essaie un peu de se présenter partout. Regarde Marine Le Pen. Ouais, elle a mais fait quand même, quand t'es un ministre, c'est un boulot à plein temps. Oui, donc, mais c'est un pourquoi boulot. Non, aller mais te ça. présenter Ouais, mais ça c'est. Ouais, mais ça dans c'est. une circonscription, sachant que tu feras pas le boulot. Donc, Si, non, mais raison t'es plus. candidat pour 3 semaines. Hein. Ouais, mais en général, déjà, Hein c'est une circonscription d'assuré dans la mesure où quand tu sais qu'Elisabeth Borne va arriver dans une certaine circonscription, quelque part, l'ensemble des citoyens vont dire, c'est notre intérêt d'avoir un député qui soit Premier ministre. Mais dites-moi, quelque là, part, il y a un j'ai une petite phénomène. question Oui. à vous poser là. Normalement, la première ministre qui est nommée doit faire un discours de politique générale. On l'attend ou il viendra pas ? Là, il faut demander à Pierre-Henry. À partir du moment où l'Assemblée nationale est formée. D'accord. Donc, Donc c'est vraiment par intérim en fait. Elle gouverne le pays. Est-ce qu'elle restera après les législatives, même si Renaissance elle gagne elle gagne, et si la majorité, comme les sondages semblent l'indiquer, et du côté... vous n'allez pas recommencer avec les sondages. Vous avez passé 6 mois à nous expliquer que les sondages montaient, mais sauf que les sondages se sont avérés exacts et que Emmanuel Macron a été élu avec 58% des voix. Merci. Vous n'allez pas recommencer quand même. Alors il y a des sondages qui donnent la nupe sur tête, mais bon... tu les as pas vus ceux-là. Ouais, alors... non, je les ai pas vus parce qu'ils n'existent pas. Mais j'ai vu des sondages à 29% pour la NUP, à 28% pour la majorité, oui, ensemble. Il y a juste une petite chose qu'il faut rappeler, c'est que en réalité, il faut faire 12,5% des inscrits au premier tour pour passer au second, ou alors si le taux de participation ne le permet pas, or le taux de participation semble être très faible pour ces élections législatives, c'est les 2 premiers qui sont désignés pour le second tour. Et dans le cas d'un second tour, il se trouve que c'est la majorité présidentielle. Cette élection est très particulière quand même. Oui, c'est la majorité. Pour remettre de la proportionnelle, c'est vraiment mais moi je suis pour la proportionnelle et je pense que c'est absolument indispensable à la respiration démocratique de notre pays. Par rapport à ce que disait Pierre-Henry sur les trois ministres qui sont restés en place, les 3 ministres les plus importants, donc l'économie, la justice et l'intérieur, je pense que le président a voulu faire passer un message. Maintenant, la population, lorsqu'elle va choisir ses électeurs, elle va tenir compte effectivement du choix du président, parce qu'on est dans une vraie continuité. On a estimé que Bruno Le Maire a fait un très bon boulot, donc on le maintient. Voilà. Que M. Éric Dupond-Moretti gère bien la justice, on le maintient.
et que la police est très contente de M. Darmanin, donc on le maintient aussi. Donc ça, je pense que... Moi, j'ai une question à poser à Pierre-Henri, qui effectivement a l'air d'être proche du parti en place. Comment tu expliques cette... Je suis libre. Oui, mais moi, je suis comme toi, mais je te pose une question. Comment tu expliques... Donc comment tu expliques cet C'est achat... pas ma famille politique. Mais moi, je suis aussi libre, complètement libre, et c'est mon Donc mon la question, avantage. Ali, la question. C'est comment tu expliques cet acharnement matin, midi et soir sur la NUPS et Jean-Luc Mélenchon. Il n'y aurait pas une petite peur de la majorité alors que moi, si je suis en place, si j'ai le pouvoir, j'ai les ministres, théoriquement, je défends mon projet, je défends mes idées, sachant que j'ai le pouvoir, que j'ai les ministres en place. Ça, c'est et que une je bonne prépare un projet. question, moi, Ali. Et pourquoi est-ce qu'on passe toute la journée? Alors, je défends pas. Toute la journée qui passe toute la journée. Je sais pas, quand tu regardes. Mais il est très clair que le les second attaques tour... sont souvent sur Mélenchon. Non, pas le nier, il est très clair que les législatives, on a changé, et c'est toute l'habileté de Mélenchon au soir ou au lendemain du deuxième tour de la présidentielle en disant... Nommez-moi Premier ministre. Voilà, nommez-moi Premier ministre. C'est habile, c'est habile. C'est d'une grande habileté. Oui. Et du coup, il a déplacé le débat. Et puis, non seulement il a fait ça, mais il a tordu tellement le bras aux électeurs qui se retrouvent quand même en position de force et a proposé une coalition à ces conditions. Il se trouve que la coalition se forme sur un programme qui est inapplicable, mais peu importe. Et donc, du coup, le débat devient majorité présidentielle contre nous. C'est tout à fait logique. Donc, il y a eu un débat qui nous a pris la tête pendant 6 mois avec l'extrême droite, avec tous les dégâts que ça a fait dans les têtes. Après tout, qu'il y ait un débat avec la NUP, c'est intéressant. Stop. Dans un instant. Encore des sous ? On reste à Paris. Ah non. Kylian Mbappé. Ben voilà, des pour sous. 3 ans. Des sous. Pourquoi Le Est-ce qu'il flouze. signe pour le cœur ? Vraiment ? On en reparle dans un instant. À tout de suite. Et c'était l'affaire du moment du côté footballistique à l'occasion de la dernière journée du championnat de France que Paris d'ailleurs a gagné et a terminé en tête. On se demandait, le gratin sportif et les fans du PSG se demandaient si oui ou non Kylian Mbappé allait rester à Paris pour poursuivre sa carrière, faisant d'ailleurs fâcher un petit peu les dirigeants du Real de Madrid ainsi que ses supporters, puisqu'on le disait, on le pressentait au Real de Madrid. Il a pris le micro devant le public qui était conquis au Parc des Princes. C'était samedi soir. Je suis très content de continuer l'aventure. De rester ici en France, à Paris, dans ma ville. J'ai toujours dit que Paris c'était ma maison. Il a toujours dit que Paris était sa maison, sauf qu'il y a à peine un an, il disait le Qatar, son coffre-fort. Au Real de Madrid. Alors, il nous dit que voilà, parce qu'il aime Paris, il veut grandir à Paris, il veut poursuivre sa carrière. Oui, mais quoi ? Eh bien, l'argent peut-être. Avec, dit-on, une prime de 300 millions d'euros à la signature du contrat et avec des revenus qui seraient autour des 100 millions par an. Kylian Mbappé a-t-il cédé à la pression de l'argent ? Ali. Alors déjà, la caractéristique avec le Qatar, il n'y a qu'avec le Qatar que l'on voit ça. C'est-à-dire, moi je suis le football depuis quelques longues années. Les transferts n'ont jamais fait l'objet de films comme avec le Qatar. On l'a eu avec Neymar, on l'a eu avec l'arrivée de Messi, et là avec la fameuse prolongation de M. Mbappé. Moi, ce qui m'étonne un peu dans cette affaire-là, c'est... Bon, j'ai vu la conférence de presse hier de Kylian Mbappé. Et Nasser El Khalifi. Avec Nasser El Khalifi, qui n'a pas encore amélioré son français, malgré sa présence sur le territoire national. Il parle toujours, nous avons le meilleur joueur du monde. Nous, on achète. On achète, voilà, effectivement. Alors, moi, dans la conférence de presse qu'a fait Mbappé hier, moi, je l'ai écouté, j'avais l'impression que c'était une nouvelle recrue qui venait d'arriver, qui venait signer au PSG, parce qu'il était là, parlant d'un projet. D'un projet. Donc, ça veut dire que tout le projet d'avant, c'était pas un bon projet. Donc, on va faire un nouveau projet. Donc, apparemment, le ménage risque d'être fait. Ça a commencé avec Leonardo qui a été démis de ses fonctions dès samedi soir, d'ailleurs. Effectivement, après, il y a des choses qu'au PSG, on sait que c'est un club un peu...
C'est Et un Luis petit peu- Campo qui va le remplacer. Oui, mais c'est là où on voit quelque part, et moi je le savais un peu, puisque, comme vous le savez, le Qatar organise la Coupe du Monde en 2022. Oui. Et dans l'esprit du Qatar, il était absolument inconcevable Absolument. d'organiser la Coupe du Monde sans avoir une belle vitrine qui était le PSG. Donc pour eux, ils étaient prêts à mettre tous les moyens financiers, humains, politiques pour maintenir Mbappé. Qui a sauvé la saison du PSG, il faut le dire. Qui, d'un point de vue sportif, effectivement, a sauvé la saison du PSG. Contrairement aux recrues de stars qui n'ont pas Oui, fait le boulot. tout à fait, tout à fait. On a même essayé. Mais comme quoi, l'argent, c'est bien parce que la moralité, Pierre-Henri en dira un mot, effectivement. L'argent, peut-être, ne fait pas tout. Donc, c'est un petit peu la morale de l'histoire. Par contre, il permet de pouvoir continuer, hein, parce que on repart, on continue. Maintenant, sur le discours de Mbappé, je dirais quelque part, c'est un peu c'est une gestion de carrière. C'est de la communication. J'aime le PSG, j'aime le projet. Il y a que le Qatar qui est là, c'est bien. Bon, voilà, c'est un petit peu du classique. Quant aux chiffres que tu annonces, je peux te dire que c'est bien en deçà de la réalité. On parle de à peu près 100 à 118 millions d'euros pour la signature et d'un salaire qui avoisinerait à peu près les 36 à 50 millions d'euros. Mais c'est pas parce que tu vas donner 50 millions d'euros à Kylian Mbappé que tu vas gagner la Ligue des Champions. Parce que qu'on le veuille ou non... Si je t'en crois, le Real Madrid, c'était presque ça. Hein. Oui, mais le Real de Madrid, pour lui, il était libre. Kylian Mbappé était libre. Ouais. Et leur objectif, à la différence du Qatar, le Qatar, en achetant le PSG, avait une ambition quand même qui était de gagner la Ligue des Champions. Donc le bilan en 10 ans, c'est beaucoup d'argent dépensé pour 10 titres de championnat. Donc ça fait cher effectivement le championnat. Donc pour le moment, objectif sportif non atteint. Et avec la Coupe du Monde qui arrive, il fallait qu'ils aient... Alors ils auraient rêvé d'avoir un Zidane, mais bon, Zidane étant, je pense, un peu marseillais et attendant peut-être l'équipe de France. Non. Quelque chose mais non. Ça a changé, Ali. Faut remettre à jour, mon vieux. Oui. Zidane, effectivement. Alors, pour te donner des vraies informations, parce qu'on est là pour donner des vraies informations. Vas-y. Zidane a été approché au mois de décembre dernier. Je sais bien. D'accord. Voilà. Ouais. Il a mis une fin de non-recevoir. Parce qu'effectivement, dans sa tête, et à ce moment-là, l'objectif étant de reprendre l'équipe de France. Sauf qu'on lui a fait comprendre il y a quelques semaines, à la Fédération française de foot, que l'équipe de France, il fallait qu'il soit patient. Il fallait qu'il attende. Voilà. Et Zidane est un homme c'est un compétiteur. C'est quelqu'un qui a besoin de jouer. Ça fait quand même plus d'un an qu'il ne joue plus, qu'il n'entraîne plus. Et je peux vous dire qu'il y a des contacts en ce moment rapprochés. Quotidien entre l'émir du Qatar, c'est même pas Nasser qui fait l'affaire, c'est l'émir du Qatar qui gère depuis avec Zinedine Zidane, et l'objectif c'est effectivement de faire signer Zinedine Zidane. Alors moi je peux te donner une information, Zidane ne sera jamais l'entraîneur du PSG. Je peux te le signer, je t'en prends le pari et on mangera ensemble avec Pierre-Henri pour mon restaurant. Et le restaurant que j'ai gagné, et on mangera ensemble. Je t'annonce qu'il ne sera jamais. Ça, c'est une info. Non, mais ça, c'est une info que tu nous donnes là. Il sera jamais jamais. Non, mais il a raison, Ali. Pourquoi il a raison, Ali? Il a tout à fait raison. Mais moi, Zidane au PSG, je n'y ai jamais cru. Pourquoi? Il faut savoir quand même les choses. Les choses sont tout à fait simples. Zidane, quand même, à la base, c'est un Marseillais. Mais non, mais ça n'a rien à voir avec vos bêtises, Marseille. Non, mais c'est pour l'argent, important. ils s'en foutent de Marseille. Non. Je suis pas si sûr que ça. Je suis pas si sûr que ça. Il peut gagner autant d'argent en allant dans un autre club. Et aujourd'hui, la motivation de l'argent. Je sais pas s'il pourra gagner autant d'argent que dans. Oui, non, mais attends, le Qatar. Oui, mais alors attends, juste pour ton information aussi, Christophe. Quid du Qatar après la Coupe du Monde 2022? L'engagement, je parle du royaume du Qatar après la Coupe du Monde 2022. Beaucoup de gens disent qu'après la Coupe du Monde, il se peut que, il y a peut-être un désengagement si ça les intéresse un peu moins. Pardon? Économique, ça serait une catastrophe économique. Oui, donc alors c'est vrai, le pauvre Kylian Mbappé, il a subi les pressions politiques, c'est vrai. On parle de Nicolas Sarkozy, on parle d'Emmanuel Macron. Absolument. Donc il y a eu une pression. Ça vous embête pas sur notre émission là? Par contre, là où je suis un peu embêté sur Kylian Mbappé, et ça quelque part je lui en veux pas, mais quelque part j'apprécie pas. C'est vrai que quand même le Real Madrid est un grand club et en général on n'attend pas 24 heures ou 36 heures en disant j'ai pris ma décision, et alors qu'au Real de Madrid visiblement tout le monde l'attendait. Donc il y a eu ce revirement de situation. Donc toi tu nous signes que Zidane ne sera pas entraîneur du PSG. Très bien. Oui. Prenez-en acte, les amis auditeurs, auditrices. Moi, et moi, je peux donner mon avis? Oui, tu peux donner ton avis, mais juste après la pub. Après la pub. Le close. Par contre, mon cher Pierre-Henri, je tenais vraiment à te féliciter, parce que je sais que tu es un fin supporter de l'OM, et de revoir l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions.
Franchement, chapeau les gars. Ouais, et vous avez peut-être pour moi le meilleur entraîneur de Ligue 1, c'est lui. Ouais. Oh là. Ouais. Ah ouais. Le Fada. Ah ouais. Parce qu'on l'a tellement critiqué. Critiqué et au bout du compte, Sampaoli. c'est lui qui a réussi. Voilà. C'est vrai. Dans une ambiance de feu. Dans une ambiance de feu. Et puis incomparable. Et puis c'est vrai que c'est le football un peu qu'on aime. Avec un scénario à la Hitchcock, à la dernière minute. Oui, c'était magique. Le stade. C'est ça, merci. Ça va. Allez. Et Lens À tout de suite. Ne bougez pas. Le grand forum avec Ali. Avec Pierre-Henri, président de France Fraternité avec nous. Et on parle de Kylian Mbappé qui a re-signé pour 3 ans. Et j'ai le droit de parler de Mbappé. Bien sûr. Kylian Mbappé à Marseille. Ouais. Non, ça par contre il peut rêver. Ouais. Ça pour le coup on peut le dire, non c'est mort. Oui. Vous n'avez pas les moyens. Et donc, ça, c'est clair. Bon, alors, Kylian Mbappé, Pierre-Henri. Oui. D'abord, moi, j'ai remarqué que ce garçon de 23 ans avait non seulement des jambes, mais avait également un cerveau et était un véritable businessman. Parce qu'en réalité, il maîtrise totalement son image. Il vient nous expliquer dans la conférence de presse que ils ont parlé projet sportif pendant des jours et simplement quelques minutes de la question du salaire. S'il faut quelques minutes pour avoir une prime. Pour avoir une prime de 100 millions à la signature et un salaire de 50 millions annuels, moi je veux bien parler de projet sportif pendant des jours et des jours ou projet radiophonique à France Maghreb 2. Il n'y a pas de problème. Jamais t'auras autant de millions ici. Donc, ce que je veux dire, c'est que Mbappé sort du lot parce que c'est pas simplement un joueur professionnel, c'est aussi un garçon qui avisé, qui a le sens des affaires. Et qui a le sens des affaires, un garçon talentueux. Après, moi, le projet sportif autour du Paris Saint-Germain, du Qatar, je ne le vois pas. Voilà. Et je trouve quand même qu'il y a beaucoup d'indécence dans cette affaire. Franchement, 100 millions à la signature, un salaire de 30 à 50 millions, etc. Bon, alors je sais bien que le football fait rêver. Moi, je suis passionné de football. Mais là, on atteint un stade qui n'a plus aucun sens. Quand on regarde le Paris Saint-Germain, la composition, Neymar, 4,5 millions par mois. Brut seulement. Brut, oui. Seulement. Ouais, tu as raison de préciser, Ali. Oui, tu as raison. Neymar, Messi, même chose, Mbappé. Mais c'est de la folie furieuse. Et alors, ce qui me surprend toujours, moi, c'est les fans qui se précipitent, qui vont payer leur place à des prix exorbitants, parce que quand même, et c'est pas simplement pour le Paris Saint-Germain, mais c'est un sport populaire. Oui, pardon, j'étais dans une tribune à Reims il n'y a pas très longtemps pour voir Reims-OM. Le prix de la place à peu près correct à Reims, 70 €. Mais on est dans la folie totale. On est dans la folie totale. Les maillots. Les jeunes qui se précipitent sur 140, les maillots 140, à 120, 150 € le maillot floqué. 150 €. Mais attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, excusez-moi, vous êtes des grincheux, franchement. Vous êtes des grincheux. Non, oui, Christophe, je pense il y a le sens, le sens des choses. Non, le sens des choses. Non, mais est-ce que c'est une bonne chose pour le Paris Saint-Germain alors, attends, d'avoir retenu Mbappé? Oui, alors, d'un point de vue sportif. Oui, d'un point de vue sportif. J'en sais rien. Non, d'un point de vue sportif. Équipe, c'est pas un mec. Bah ouais, mais c'est un mec qui a sauvé la saison, là. Non, mais d'un point de vue sportif, je pense que pour le club et pour lui, c'est effectivement très très bien. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. Après, effectivement, Pierre-Henri a été, peut-être aussi à ton époque, à toi, le football était beaucoup plus, les gens étaient passionnés. Qu'est-ce qu'elle a à mon époque, à moi? Ah, mais il était très bien à l'époque, le football, c'était mieux qu'aujourd'hui. Moi, je partage. Moi de vieux quand? Ah non, c'est pas dans ce sens-là, pas du tout. Ah bon? Vraiment, non, pas du tout. Je suis rassuré. Ah non, pas du tout. Bon, et non, mais ce que je veux dire par rapport à ce que disait Pierre-Henri, effectivement. Et la plus belle équipe, c'est celle de l'OM. Oui, d'accord, ok. L'excès d'argent, je pense pas parce que Mbappé je veux va bien toucher. le Red Star aussi.
que 50 millions d'euros. Ça t'emmerde quand il parle ou c'est quoi le truc? Non, je disais que c'est pas parce que Mbappé, on va lui donner 50 millions d'euros qu'il va pouvoir être un peu plus précis et performant. Ouais. Là, effectivement, comme disait Henri, les chiffres, c'est vraiment du n'importe quoi. Des 100 millions, des 50 millions d'euros, c'est vrai que... Et c'est là où on voit, à partir du moment où le club, il est pris en charge par un pays qui n'a pas du tout les mêmes ambitions. Ali, pardon, mais... Oui. On a parlé avant de l'OM. On a parlé... Ah, pas du tout. Parce ah non, on est passionné de football. Vous avez un pays qui s'appelle le Qatar, qui rachète une équipe qui s'appelle le Paris Saint-Germain. Ouais. D'accord. Et ils ont cru ça à s'appelle tort, du soft power. ils ont cru à tort que tout s'achetait avec l'argent. Or, regarde, on n'achète pas la Ligue des Champions, même en ayant les meilleurs joueurs. Enfin, je suis tenté que ce soit les meilleurs, parce que pour moi c'est plutôt une maison de retraite qu'autre chose. Ouais. Je veux dire. Et ils ont peut-être compris maintenant, c'est pour ça qu'on parle d'un nouveau projet autour de Kylian Mbappé, qu'il fallait peut-être faire appel à des joueurs moins stars, mais qui jouent plus collectif. Alors, on voyait un Léo Messi samedi soir qui était petit, très petit, pas que au niveau de la taille. Mais là c'est le passionné qui parle. Mais bah regarde, oui, Christophe, regarde. Est-ce que tu as vu la demi-finale? Il y avait une équipe qui s'appelait le Villarreal. Est-ce que tu sais ce qu'a fait le président de Villarreal? Villarreal est une ville de 50 000 habitants. Le président de Villarreal, pour envoyer ses spectateurs, il a financé à hauteur de 50% le transport et le billet pour que les gens aillent supporter leur équipe. Et t'imagines une petite ville de 50 000 habitants qui était en demi-finale de Ligue des Champions à Liverpool. Mais ça, c'est magnifique. Je rejoins ce que dit Pierre-Henri. Là, on est dans la passion. Là, malheureusement, le PSG, qu'on le veuille ou non, tu as raison, Mbappé, des grands joueurs, mais tu regardes l'ambiance de l'OM, l'ambiance de l'OM samedi, c'est vrai que... ça n'a rien à voir. Ça, je suis obligé tu vois, là, quelque part, les gens torse nu dans le stade à crier, c'est une ambiance de folie. T'as vu même le président comme il même pleurait, si sur le papier, c'était pas là. C'était quand même quelque chose d'impressionnant. Et au PSG, je ne sais pas si un jour, malheureusement, tu le sais bien que je connais... Mais c'est une ville qui vit avec le football, Marseille. C'est aussi... Alors j'aimerais qu'on écoute Farid, si vous permettez. Alors, Farid, bonjour. Bonjour, Farid. Oui, bonjour, c'est Karim de Tremblay. Salut, Karim. Bonjour, Karim de Tremblay. Karim. Alors, Mbappé à Paris. Bonjour à tous. Mbappé à Paris, mon Karim. J'ai pris un coup de massue, j'avoue. Pour une fois, je suis d'accord avec Pierre-Henri. Ah, pour une fois. Je plaisante, mais bon, c'est vrai que, voilà. Franchement, j'ai pris un coup de massue. Je comprends vraiment pas son choix. Enfin, en y réfléchissant bien, je pense qu'il a eu des coups de pression. Parce que je le voyais complètement signer à Madrid. Et je pense que même lui voulait signer à Madrid parce que c'était le moment ou jamais. Et là, avec cette signature-là, je pense qu'il va passer déjà pour un mercenaire. Je pense pas que ça soit sa mentalité à la base. Mais là, je pense qu'il a pris des coups de pression de très haut. Je pense que ça l'a dépassé. À 23 ans, même si je pense que c'est un garçon intelligent, hein. Il l'a montré déjà, il l'a démontré plusieurs fois. Mais là, c'était trop pour lui. Et à 23 ans, il a fait un très mauvais choix en re-signant. Alors, je suis assez d'accord avec toi, Karim. C'est un très mauvais choix parce que... sportivement, oui, c'est un mauvais choix. Ouais. Allô, excuse-moi, oui, je t'ai pas entendu. Non, je te disais, je suis assez d'accord avec toi et que d'un point de vue sportif, à 23 ans, je pense que c'était le moment de partir dans l'une des meilleures équipes au monde, le Real de Madrid. On est d'accord. Pour gagner la Ligue des Champions. Ouais, pour gagner la Ligue des Champions, parce que pour tout joueur, c'est quand même des trophées. Est-ce qu'avec Paris, la saison prochaine, ils remporteront la Ligue des Champions? J'ai un doute, pardonnez-moi. Et surtout, Christophe, faut pas oublier que l'année dernière, il a voulu partir. Rappelle-toi. Absolument, oui, tout à fait. Vous me libérez, je pars. Oui. C'est à peu près ça qu'il avait dit. Oui. Et là, ça aurait été un accident industriel d'ailleurs. Là, je comprends pas la logique. Alors, le projet sportif, je veux bien. Mais ça fait quand même déjà plus de... Non, mais je crois que tu as tout dit, Karim, tu as tout dit, c'est de la pression politique. Il l'a avoué d'ailleurs lui-même, Emmanuel Macron a appelé... c'est pas Emmanuel Macron qui a signé le... Non, mais Pierre-Henri, tu permets qu'on puisse dire des choses quand même, les vérités. C'est que c'est Emmanuel Macron ainsi que Nicolas Sarkozy qui ont appelé aussi Kylian Mbappé pour le convaincre de rester à Paris. C'est un fait, basta, qu'est-ce que je te dis. Il a subi cette pression-là. Bah oui. Et je vous dis, à 23 ans, c'est normal qu'en face de quelqu'un qui est rodé en politique, vous voyez, c'est un adulte, c'est un majeur confirmé. L'autre, à 23 ans, il était comme un petit garçon et je pense que, après mon avis, ce n'est que mon avis, non, mais il a fait un mauvais choix parce que là, le problème, c'est qu'il va être coincé. Non seulement il va être coincé, mais en plus, la plupart des gros clubs ne voudront plus de lui. À cause de ça. Alors attends, bouge pas Karim, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les masses basses là? Non, là je pense pas. Pourquoi tu... Alors c'est vrai qu'au niveau de l'Espagne, il risque effectivement d'avoir une mauvaise image. Et c'est vrai que les Espagnols sont méditerranéens et rancuniers, pas de problème.
dans 2 ans, 3 ans, tu sais, le football, je pense, évolue très très vite. Les enjeux ne sont plus les mêmes, d'accord. Moi, je pense qu'effectivement, qu'il reste au PSG, pour nous, c'est bien pour la qualité de la Ligue 1, ça c'est vrai. Il est en train, Nasser, si tu l'as entendu, on est en train de nous parler d'un nouveau PSG, donc tant mieux. Donc j'espère que et je souhaite, moi je l'ai toujours dit avec c'est la renaissance sauce footballistique. Je souhaite de tout cœur que le PSG se révolutionne parce que regarde, tu as vu, ils sont tous partis et je pense qu'en secouant le tapis, on va véritablement mettre des gens qui seront installés, qui sont des spécialistes du football et pas mettre des opportunistes qui sont simplement là pour se servir au nom du PSG et pas pour servir le PSG. Merci mon Farid, mon Karim pardon. Salut mon Karim. Pas de souci, à bientôt. Merci. À bientôt. Jamel rapidement. Salut mon Jamel. Bonjour Jamel. Bon. Salut mon Jamel. C'est génial. Ouais, Jamel, on t'écoute, vas-y mon vieux. Je l'ai dit juste avant, moi je le dis clairement. Moi, ce que je regrette, tout comme toi Christophe, c'est que je pense qu'il aurait mûri mieux dans le championnat espagnol, voire le championnat anglais. Après que les Espagnols lui en veulent ou pas, ça, on compte le plus. Mais moi, ce qui m'a, c'est pas les salaires, mais c'est l'implication politique. Et je crois que c'est Pierre-Henry, pourtant qui est Marseillais comme moi, c'est pas normal que Macron et Sarkozy viennent et aident à aiguiller le choix, le choix en fait. Pour moi, je trouve ça pas normal. C'est vraiment l'aspect politique qui me dérange le plus là-dedans. Ça n'a rien à voir. Attends, Jamel. Le gamin, il sait ce qu'il fait. Il voulait partir à Madrid. Oui, mais enfin, c'est Mbappé qui lui-même arrive en conférence de presse et qui mouille dans cette histoire les deux précédents présidents. Alors, c'est dire au passage à quel niveau il se situe. Je crois aussi que Mbappé, à un moment donné, il a pris le melon. Voilà, il faut être sérieux quand même. On parle même de parce que si moi j'ai une conversation avec le président de la République, ben je vais pas venir le dire sur toutes les antennes. On parle même de Benalla avec un entretien avec Nasser. Donc Benalla, Alexandre Benalla. Ah bon, il est encore là lui ? Il est encore là, paraît-il. Un entretien avec Nasser et à mon avis, spécialiste. Bon, en tout cas, moi, merci. avec mon chien. Mon Jamel, merci beaucoup. Quand même, fais pas offense à ton chien quand même. C'est quoi ces messes basses, Pierre-Henri ? Qu'est-ce qui se passe ? Rien du tout. Non, mais je t'entends faire des messes basses pendant que les auditeurs parlent. Mais pas du tout. Ni de messes. Ni de base. Il était en train d'essayer de faire un recrutement de l'OM l'an prochain pour la Ligue des Champions. Voilà. Ah ouais, là franchement, si c'est pour aller en Ligue des Champions et pour avoir la loose, ça sert à rien. Je veux dire, à un moment, il faut être sérieux. Je pense que l'entraîneur d'ailleurs de Marseille l'a dit. Il faut mettre les moyens là, faut sortir là, faut y aller là. Faut y aller. Oui, c'est de l'argent. A priori, la qualification en Ligue des Champions... C'est entre 35 et 50 millions déjà. C'est ça, et ça peut monter en fonction de la qualif à 100 millions. Donc, ça veut dire quand même des recrutements, mais il va falloir recruter malin, parce que le club a quand même essuyé... Ce que vous avez fait d'ailleurs au dernier... Oui. L'année dernière. Longoria a été extrêmement malin dans son recrutement. Mais quelle ambiance au Vélodrome, c'était magique. C'est magique. Ouais. Voilà, je t'invite la prochaine fois. Et puis, à une seule condition, c'est que tu te promènes dans la rue avec droit au but. Allez, mon cher Christophe. C'est impossible. Bon, alors, on va reprendre notre sérieux, messieurs, dames, puisque je vous propose d'accueillir notre invité. Vous savez que depuis hier, nous avons démarré notre campagne législative et nous allons recevoir les différents candidats qui vont venir se présenter à vous. On va voyager de circonscription en circonscription. Hier, nous étions à Paris. Aujourd'hui, nous sommes dans le 93. Demain, nous serons en 95. Voilà, on va voyager pas mal durant ces 3 semaines, sachant que la dernière semaine sera consacrée et réservée uniquement aux candidats des chroniqueurs du LGF. Il y en a 4 aujourd'hui. Nicolas Janotet, pour la 13e circonscription de Paris. Assia Meda, pour la 5e. Kauter Ben Mohamed pour Marseille, la 4e circonscription. Et Sabrina Sebaï à Nanterre. Voilà, ça ce sera le programme de la dernière semaine. C'est normal qu'on garde le meilleur pour la fin, entre guillemets. C'est les chroniqueurs du LGF. Aujourd'hui, avec nous, il est candidat, lui, dans la 4e circonscription de Seine-Saint-Denis. Et il y a embouteillage dans cette circonscription. Ali Diwara, bonjour. Bienvenue sur France Maghreb 2. Bonjour à tous. D'ailleurs, la dernière fois que tu étais venu, mon cher Ali, il y avait Pierre-Henry à ce même micro.
Exactement. Tu étais venu dans le cadre d'une élection départementale. C'est ça. Où notre ami Pierre t'avait prédit de ne pas accéder au second tour. C'est bien ce qui s'était passé. Et qu'est-ce qui s'est passé alors ? Tout l'inverse. Ah bah tout oui, l'inverse, voilà, on avait réussi un bon coup de force en accédant au second tour de cette élection face au président sortant du département de la Seine-Saint-Denis. C'était une première pour nous, surtout qu'on avait présenté plusieurs candidatures sur 3 cantons et qu'en moyenne, on avait réalisé des scores plutôt encourageants, 15% en moyenne. Et sur le canton présidentiel, on a accédé au deuxième tour, avec 30% notamment sur ma ville de La Courneuve. Donc, ce qui était très bien. Donc, pour une première. Ton acte, Pierre-Henri ? Ah mais non. D'abord félicitations à Ali pour le travail effectué, parce que quand on se qualifie pour le second tour, c'est un travail collectif, c'est une implication très forte sur son territoire, et donc de ce point de vue, il n'y a pas de miracle. Simplement, je rappelle quand même que Ali n'a pas été élu. Et que surtout, tu arrêtes ta mauvaise foi tout de suite là. C'est incroyable quand même. Et que surtout, je voudrais poser la question à Ali, quel a été le taux de participation ? Le taux de participation pour une élection comme celle-ci, il est très souvent très faible. Oui. À ma décharge, je dirais que le taux de participation... Il faut le dire. Quand même finir. Oui, réponds quand même, Ali. Je vais dire 2 choses. Déjà, 2 éléments d'information, notamment sur la ville de La Courneuve, où le taux de participation était plus important que lors des élections municipales d'1 an avant. Et que dans mon quartier et dans mon secteur, notamment dans lequel je suis très impliqué localement, on a pu atteindre jusqu'à un taux de participation dans un bureau de vote de l'ordre de 50%. Dans une élection particulière comme celle des départementales, qui est clairement boudée, ignorée par la population, je pense que c'était très bien. Après, effectivement, pour rejoindre Pierre-Henri, on fait face à une crise de l'abstention très importante en France et particulièrement dans les quartiers populaires. Alors, passons maintenant à ce qui nous amène aujourd'hui. Bravo pour ce travail, en tout cas. Voilà. Il reconnaît ça, c'est bon, il a reconnu sa défaite, c'est bon. Alors, il n'y a pas de défaite, il y a un vrai travail. Non, il y a une erreur il y a une trompe. Ce qui est intéressant, c'est maintenant pour les législatives. Voilà, exactement. Et il y a 12 candidats, je crois. Alors, vous êtes dans une circonscription, mon cher Ali, où il y a effectivement 12 candidats. Effectivement. L'union n'est pas possible ? L'union n'est pas possible. De toute façon, il y a beaucoup de monde à gauche, quoi. C'est ce qui fait un peu le tort de la gauche, d'ailleurs. Il y a beaucoup de monde à gauche, il y a beaucoup de monde à droite. Aujourd'hui, on assiste à l'établissement, en tout cas à l'émergence de la nouvelle union sociale, écologique et populaire, bref. La NUPS. La NUPS. Et même sur cette NUPS-là, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, notamment le PCF local. Donc, il a fait la peau à Azdine Taibi parce qu'on lui a reproché d'avoir fait partie de l'Union populaire. Bon, je suis pas si convaincu que ça. Je pense que c'est beaucoup plus lointain que ça. Vous avez un problème avec Azdine Taibi ou pas, Lidora ? Absolument pas, rien de personnel. Tout simplement, moi j'ai un problème avec la gauche locale qui a un fonctionnement, notamment au sein des quartiers populaires, qui me dérange fortement, et je pense qu'à un moment donné, tout simplement, ils ont tué le nom de la gauche en elle-même, la gauche des combats, la gauche de la justice sociale, la gauche de la lutte antiraciste, la gauche de la réussite aussi. C'est quoi la gauche ? Voilà. Parce que quand on entend qu'Elisabeth Borne est de gauche, ça fait un peu... Bon, on entend qu'Elisabeth Borne est de gauche, on entendait aussi que Macron était de gauche, donc moi, toutes ces analogies-là, je les calcule pas trop. Voilà. Alors, est-ce que tu peux te présenter d'abord, dans un premier temps, qui est Ali Diawara ? Donc Ali Diawara, c'est tout simplement un mec de 35 ans qui habite à La Courneuve, qui a toujours vécu à La Courneuve, qui a fait toutes ses classes. Gaffe Ali, si tu commences à parler de toi à la 3e personne, c'est grave. Hein. Ah oui, bon. Ouais. Donc je vais poursuivre à la 3e personne. C'est ça. Voilà. Donc en tout cas, c'est ce jeune de 35 ans qui vit à La Courneuve, qui a toujours vécu là-bas et qui milite depuis une quinzaine d'années et qui, depuis 2 ans, a décidé avec d'autres de créer un mouvement politico-citoyen afin de remettre au centre du jeu les préoccupations clientes des habitants des quartiers populaires, et particulièrement en Seine-Saint-Denis, on considère que c'est devenu, depuis un peu trop longtemps, l'Eldorado d'un certain nombre de politiciens qui n'y connaissent parfois foncièrement rien
et qui prennent des décisions à la place des habitants qui ont un impact considérable et qui, dans un jeu d'appareil politique, fragilisent les populations locales, notamment je peux prendre un exemple, par exemple sur la question de l'habitat social, où on augmente les loyers, on augmente les charges locatives, où on a des rapports quand même assez hallucinants de l'Agence nationale du contrôle de logement social qui épingle nos bailleurs sociaux locaux, que ce soit Pleine Commune Habitat, Seine-Saint-Denis Habitat, qui sont gérés par des élus de gauche et qui forcément nous interpellent. Donc on a décidé de se mobiliser par rapport à tout ça, essayer de vulgariser la vie publique, la vie politique aussi, afin que les habitants et les électeurs notamment prennent conscience que très souvent, les problématiques auxquelles ils sont confrontés sont en réalité, souvent en tout cas, pas tout le temps, mais souvent, le cas de politiques publiques qui sont mis en place, mis en œuvre, votées par des assemblées délibérantes locales, notamment les mairies et les conseils départementaux et ainsi de suite. Quelle est ta définition d'un député de la République, Ali Diawara ? Un député de la République, tout simplement, c'est une personne qui participe à l'élaboration et fait voter les lois. Ouais. Maintenant, moi, j'aimerais que les députés, loin du parachutage, loin des cumuls des mandats, soient des députés qui soient beaucoup plus ancrés sur les territoires, notamment dans les zones rurales ou dans les quartiers dits difficiles, où on a besoin de députés forts qui ne vont pas forcément changer la vie des gens directement, mais qui peuvent influer sur le quotidien des gens, notamment en mobilisant, notamment en alertant, etc. Ce fut le cas pas plus tard que cet été avec une famille à La Courneuve qui était confrontée à une prolifération exceptionnelle et complètement indigne de nuisibles dans son appartement. Et non pas le député de ma circonscription, mais les députés d'une autre circonscription, qui est Bastien Lachaud pour ne pas le citer, est intervenu auprès du préfet. Et la situation a pu aussi se débloquer très rapidement. Au bout de 3 jours, cette maman, avec ses 4 enfants en bas âge, a pu avoir une solution de relogement. Donc un député, ça sert quand il est véritablement ancré, ce qui ne veut pas dire que Bastien Lachaud l'est, mais en tout cas ça sert quand ça intervient localement sur des problématiques individuelles ou collectives. Et moi je pense qu'il faut recentrer la place du député. Beaucoup parlent de 6e République. Moi, j'aimerais simplement dire que des problématiques criantes sont nombreuses dans nos quartiers populaires et qu'on a besoin de toutes les institutions et de toutes les personnes qui ont des responsabilités dans ces quartiers. Avant de laisser mes camarades te questionner, en tant que futur député, peut-être, c'est tout ce qu'on te souhaite, évidemment, mais Ali Diawara, franchement, il y a embouteillage dans sa circonscription. Comment tu peux espérer pouvoir être député avec autant de personnes et surtout face à des machines à broyer ? Je pense que l'expérience qu'on a eue l'été dernier avec 5 ou 6 listes nous laissait, et Pierre-Henri avait raison aussi, j'ai envie de dire aussi de le présager ainsi, parce que finalement on avait aucune chance, en tout cas sur la ligne de départ, de pouvoir réussir cette campagne, mais on a joué avec nos forces, on a joué avec la mobilisation citoyenne. Moi je pense que quand on va voir les habitants et qu'on leur parle directement des concrets, et qu'on vit avec eux au quotidien et que ça ils le voient, à un moment donné, j'ai envie de dire, il y a beaucoup d'affect et il y a beaucoup de choses qui font que ces habitants-là se disent j'ai donné mon pouvoir de vote à telle personne pendant 10, 15, 20 ans. Ma vie n'a pas forcément fondamentalement changé. Je pense que aujourd'hui, les enfants de la République issus des quartiers populaires, loin de l'assimilation qu'évoquait aujourd'hui Jean-Marc Bardella pour Kylian Mbappé, ont vocation aussi à prendre pleinement leur place. Je salue aussi, et je tiens à saluer aussi l'engagement de beaucoup de femmes et d'hommes qui se sont engagés ici, particulièrement en Ile-de-France, en dehors de la NUPS, pour candidater à cette élection-là. Je pense à Sana Saïtouli, je pense à Bakary Soukouna, bien évidemment, je pense à Mariam Cissé, je pense à Madjoula Aïdara, énormément de personnes qui se sont investies, qui se sont engagées, et toutes ces personnes-là, aujourd'hui, elles ont envie d'offrir un nouveau visage à la France, et le visage qui répond et qui porte le mieux la voix des quartiers populaires ne peut être que celui qui y vit. Aujourd'hui, quand on voit que les députés de la Seine-Saint-Denis, plus de 50% n'y vivent pas, n'habitent même pas dans leur propre circonscription, pour certains, ils ne vont même pas voter dans la circonscription dans laquelle ils sont candidats. Désolé, pour moi, c'est pas possible. Ouais. Voilà. Et c'est ce qui risque de poser problème d'ailleurs à la NUPS. Quand on voit d'ailleurs le casting dans le 93 de la NUPS, en matière de diversité, peut mieux faire.
Pierre-Henri, question à Ali Diawara qui est avec nous ici. Non, mais d'abord, on a là le discours de quelqu'un qui est très engagé sur le terrain, qui vit au cœur de sa circonscription et qui connaît les problèmes qu'il aborde. Donc, mais alors... tout à l'heure, il parlait de la gauche, de cette gauche qui a trahi. Ce que j'entendais en tout cas dans les propos que tu tenais tout à l'heure. Curieusement, je ne t'ai pas entendu parler des questions de discrimination, de ce plafond de verre qui semble faire que les personnes issues des quartiers populaires et qui représentent comme toi véritablement... C'est bien, Pierre-Henri commence à poser sa question à 16h, on termine à 18h là. Hein. Oui, non, je veux simplement entendre Ali sur la question de la discrimination. Voilà. Et de la diversité de cette France, de la diversité. Comment il la conçoit ? Déjà, oui, je parlais de la gauche, et oui, effectivement, la gauche, je le dis et je le redis, je persiste, je signe, la gauche a trahi. Pas uniquement dans les quartiers populaires, mais également dans les zones rurales, et la France dans son ensemble par rapport au projet et à la promesse qu'elle offrait au pays. Et ça date pas que d'aujourd'hui. Mais localement, c'est aussi la même chose. Elle a trahi sur la promesse sociale ? Sur la promesse sociale, sur la promesse de solidarité, sur la promesse économique aussi, parce qu'à un moment donné, on oppose souvent l'économie et la gauche, alors que moi, je ne vois pas forcément d'antinomie. Elle a trahi aussi sur la promesse de la création d'emplois, des créateurs, des entrepreneurs aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, moi je pense qu'on... Qu'est-ce qu'a fait la droite pendant ce temps-là ? J'y viens, donc moi je dois le dire. Ça. Tu viendras juste après la pub, hein, okay. Si tu le veux bien, mon Ali, pour savoir qu'est-ce que fait la droite pendant ce temps-là. Voilà une question pertinente posée par Pierre-Henri, à laquelle il faudra répondre. Ali aussi a des questions à te poser, mon Ali Diawara qui est avec nous. Il est candidat sans étiquette, hein, sans étiquette, de la 4e circonscription de Seine-Saint-Denis, qui regroupe Stein, La Courneuve, Le Blanc-Ménil, et j'en ai oublié une. Quelle autre ? Stein, La Courneuve, Blanc-Ménil, Duny. Duny, voilà, j'avais oublié Duny. Voilà. On se retrouve juste après ceci avec notre invité sur France Maghreb 2. À suivre aussi le zapping et le quiz. Le LGF au cœur de l'élection législative, c'est dans 3 semaines. Hein. Ça va être une campagne assez courte pour le coup. Et nous avons en face de nous pour ce 2e jour Ali Diawara qui est candidat dans la 4e circonscription de Seine-Saint-Denis pour les villes de Stein, de La Courneuve, de Duny et du Blanc-Ménil. Question que te posait Pierre-Henri il y a quelques instants, Ali, à savoir, on parlait de la gauche, mais pendant ce temps-là, que fait la droite ? Pendant ce temps-là, la droite, elle est au pouvoir. La droite continue sa casse sociale. Mais de l'autre côté, moi, j'aimerais appuyer sur la gauche parce qu'on va me dire, oui, je suis dur avec la gauche. Non, en fait, la gauche s'auto-alimente aussi et s'auto-renforce mutuellement, localement, à travers beaucoup de choses dans la préservation et l'entretien du confort des barons locaux. Et ça, nous, aujourd'hui, enfants des quartiers, des cités, qui ont grandi ici, qui ont été à l'école de la République, qui ont été diplômés, qui ont envie de voir les choses bouger, on a envie de retrouver une gauche, on a envie de retrouver une gauche émancipatrice. On parlait tout à l'heure des discriminations, etc. Oui, effectivement, on fait face aux discriminations, mais est-ce que réellement la gauche, dans nos quartiers, qui est au pouvoir, se bat contre les discriminations ? Qu'est-ce qu'elle fait contre les discriminations ? Elle dénonce beaucoup des constats, mais concrètement, qu'est-ce qu'on propose ? Est-ce qu'on propose... On va la faire claire, Ali. Oui. Jean-Luc Mélenchon, qui a beaucoup parlé de ce sujet pendant la campagne, quand on voit un peu les investitures, c'est très blanc. Hein. Au-delà même de ça, on sait très bien que la France Insoumise n'est pas un parti territorial, c'est-à-dire que c'est un parti qui est là pendant les élections présidentielles, les législatives, mais sur le terrain, il n'existe absolument plus. Vous prenez les derniers scrutins, notamment des élections partielles, je voulais prendre par exemple le cas de Bondy, ils se sont présentés, il y a une liste, elle n'a même pas fait 5%. Ouais. Donc c'est ça la réalité aussi, c'est-à-dire que le combat de la France Insoumise au niveau national, il est très audible, on l'entend, il y a eu 17 députés, on ne peut même pas leur enlever leur bilan, il est tout à leur honneur. Oui, mais sur le terrain politique, sur le terrain, concrètement, ils sont complètement absents, ils n'existent pas, et je pense qu'ils s'arrangent plus avec les pouvoirs locaux en place, de gauche traditionnelle, PS, PC,
qu'autre chose. Et c'est là où ça crée de grosses difficultés pour la population Alors, locale. Ali, question pour Ali Diawara. Alors moi déjà, franchement, je tiens à féliciter Ali parce qu'il a le même prénom que toi déjà. Déjà, Sauf que ça se termine par Y, voilà. lui. Et puis, sincèrement, on fera tout pour l'aider, lui donner des conseils. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Il parlait des élus de gauche. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, de ce que j'ai bien compris, j'en suis intimement convaincu moi-même, la gauche, pendant très longtemps, a entretenu la misère. Ça entretient la misère dans les quartiers, ça continue en permanence. Voilà. Preuve en est, on met des députés qui ne sont pas du tout de la circonscription pour venir s'occuper de problématiques d'une circonscription. Tu nous as fait une très belle définition de la partie députée qui doit quand même s'engager pour la vie de ses concitoyens. Donc ça, c'est effectivement important. Donc cette gauche, finalement, on voit qu'elle ne s'intéresse pas à la population. Chacun s'intéresse qu'à son petit pouvoir pour être à l'Assemblée nationale, hein, soit les députés, donc soit les gens du PC, hein, M. Taïbi ou Marie-Jo Buffet. Oui, si j'ai bien compris, c'est ça, voilà. Toi, tu incarnes plutôt ce qu'est vraiment un député, c'est-à-dire le dynamisme, la nouveauté. Il connaît sa circonscription. Voilà. Moi, je ne comprends pas comment, soi-disant, un parti dit de gauche, qui veut prôner des valeurs de justice sociale, de réussite scolaire, de pouvoir lancer l'initiative économique, de travailler avec le gouvernement en place, qu'il soit de droite ou de gauche, peu importe. C'est dommage qu'effectivement, on en vienne à des espèces de bataille un peu de personnes qui sont compétentes. Enfin, et Christophe, Bou. Oui, ta question là. Non. Si, non, ta mais question. je vais te dire, je comprends pas que, au vu de ta compétence, au vu de ta compétence et de ton profil, je comprends pas comment cela s'est-il qu'au sein du Parti socialiste ou de NUPS ou je sais pas quoi là, ces gens-là n'aient pas décelé qui était véritablement le candidat idéal pour la circonscription. Parce que la sélection des candidats, c'est une autre affaire. Et la question, c'est pour Ali Diawara. Oui, mais simplement, moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a 8 candidats de gauche parce que Ali est manifestement de gauche, voire d'extrême gauche. 8 candidats de gauche sur 12. Un petit coup en dessous de la ceinture encore. Hein. Sur 12 dans la circonscription. Il y a quand même un problème. Hein. Oui, après, pour répondre en tout cas à la question, moi, je n'ai pas forcément revendiqué d'investiture ici et là. Après, on a eu des discussions. Maintenant, pour pas faire offense, en tout cas, à un certain nombre de personnes, par exemple, une personne comme Marie-Georges Buffet, qui a un bilan qui est incontestable et qui a fait un gros travail au niveau de la jeunesse et du sport. Mais c'est fini à un moment donné. Il faut peut-être qu'on raccroche. Un Zine Taïbi, c'est quand même un maire de combat. On ne peut pas lui enlever aujourd'hui qu'il a fait. Maintenant, on a décidé, à travers le mouvement de la Seine-Saint-Denis au cœur, de prendre le parti de dire qu'on est contre le cumul des mandats. On a pris le parti de dire qu'on est contre les parachutages. On est contre le trafic d'influence, etc., etc. Donc, c'est notre position. Elle est opposée à d'autres. On peut entendre les arguments des uns et des autres, mais elle est opposée à cela. Après, oui, je suis de gauche et je suis extrêmement radicalement à gauche. C'est-à-dire que je ne fais pas semblant d'être à gauche. Il y a des sujets locaux à gauche qui sont traités par des gens de droite, alors qu'ils sont à gauche, en tout cas au niveau des étiquettes. Et moi, ça m'interpelle. Et ça, j'ai envie de le combattre. Ça me cause énormément de tort depuis plus d'1 an maintenant. Énormément. On ne peut même pas imaginer à quel point on a été dans la difficulté. Tous mes engagements associatifs ont été passés au crible, des contrôles, des ceci, des cela. Mais on tient parce qu'on y croit et on est convaincu de ce qu'on fait. Et qu'importe, ce train-là, il est en train de rouler. Il ne s'arrêtera pas de s'y. Ali, parce que je tiens à respecter quand même l'égalité de temps de parole. Les candidats, c'est 20 minutes maxi. Bien sûr. On arrive au bout. Ali Diawara, pourquoi les habitants de Stein, de La Courneuve, de Duny et du Blanc-Ménil doivent glisser le 12 juin le bulletin Ali Diawara? Je pense qu'ils ne doivent pas forcément glisser que le bulletin Ali Diawara, mais je pense qu'ils doivent glisser tous les bulletins. Je m'exprime, mais je pense qu'ils doivent glisser tous les bulletins des candidats citoyens sincèrement, authentiquement engagés dans leur circonscription. Il n'y a pas que Ali Diawara, je pense que c'est une dynamique globale qu'on a cru qui serait portée par la NUPS et qui nous aurait conduit notamment à investir des candidats ici et là citoyens, chose qui n'a pas été le cas. Tu l'évoquais tout à l'heure à juste titre. Aujourd'hui, la représentation qu'on a de la NUPS, notamment en Seine-Saint-Denis, avec des profils qui sont
qui sont vraiment à l'opposé, véritablement sociologiquement, anthropologiquement, humainement, localement, à l'opposé de la Seine-Saint-Denis et de sa population, moi, ça, je ne le souhaite pas. Donc maintenant, nous, c'est quand même l'assurance d'avoir des candidats indépendants, financièrement autonomes, citoyennement engagés. C'est pour ça qu'on appelle à ce qu'on vote pour nous, pour la Seine-Saint-Denis au cœur, mais également pour d'autres listes, comme je les ai cités tout à l'heure. Et c'est ce qu'on souhaite porter comme message. Très bien. Et ceux qui veulent voter aussi pour le parti présidentiel pourront voter pour Lova Rinel, qui est une jeune femme remarquable, qui est parachutée, qui est issue de la diversité. Il ne suffit pas d'être issue de la diversité, elle est parachutée. Elle est parachutée, une jeune femme remarquable. Oui, elle est parachutée, Pierre-Henri. Pardon. Juste Pierre-Henri, à partir du moment, moi, à mon avis, qu'elle est parachutée, cette personne-là n'a aucune légitimité à venir dans la circonscription. Sinon, effectivement... oui, soit tu le dénonces pour tout le monde. Il faut dénoncer pour tout le monde. Et si je peux me permettre, Christophe, une dernière remarque. Moi, j'ai envie qu'on arrête avec l'idée de la diversité pour la diversité. Avant la diversité pour la diversité, les quartiers populaires, c'est surtout un assemblage de personnes qui concentrent aussi des problématiques sociales avant tout, au-delà même des couleurs de peau des uns et des autres. Et ça, il faut arrêter. C'est pas parce que le parti présidentiel a envoyé une personne avec des origines malgaches ou autres qu'à un moment donné, on doit se dire elle ressemble à la population et donc elle peut. Non, c'est une personne qui n'a rien à voir, mais absolument rien à voir avec les difficultés que rencontre la population localement et qui ne pourra pas porter la voix des sans-voix ou même des sans-dents pour ne pas elle est jolie. faire... Elle est jolie, par contre. Ça c'est encore un autre sujet. Elle est jolie. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Ali Douara, si tu es élu député, tu nous payes la cantine de l'Assemblée nationale. Hein. Moi, j'ai pas envie d'être épinglé pour quoi les frais de mandat comme dans le cadre de ton boulot, mon vieux. Voilà, si vous voulez, on inventera une réunion avec Pierre-Henri. Voilà. Merci beaucoup, Ali. Merci en à vous, en tout cas, pour l'invitation. Bonne continuation. Avec plaisir et bonne campagne et bonne chance. Voilà. Et défends tes idées. Continue, évidemment. Allez, messieurs, place au zapping. Ah, il n'a pas écouté mon nouveau jingle, Pierre-Henri. Le voici. Non. Je crois que vous avez certaines choses à me dire. Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Et c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Ne pas s'asseoir sur une chaise rouge parce que le rouge serait la couleur du diable. J'ai grandi et baigné dans l'islam. Oui. El Hamdou, je le connais par cœur. D'accord. Ça va. C'est insupportable, votre attitude, sur les plateaux de télévision. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Bon, ça ose tout. C'est ma fac, vous le reconnaît. Eh oui. Alors, il te plaît? Salut. Il te plaît, hein? Bonne chance. Voilà. Il te plaît, mon jingle ou pas, Pierre? Ah il est superbe. Voilà, merci. Il est superbe. Bon. C'est des grands moments. Alors, je suis pas sûr que les auditeurs puissent identifier tout. Monsieur. Monsieur, quand même. Pourquoi t'as pas reconnu qui? Moi j'ai reconnu tout le monde. Ah bon, ça va alors. Oui. Même Zora Habitant? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Allez, c'est parti. Baigné dans l'islam. Voilà. Avec Emmanuel Macron qui s'est exprimé et qui a annoncé la couleur hier. C'est assez rare d'ailleurs qu'il s'exprime lors du Conseil des ministres. C'était autorisé pendant quelques minutes. Et voici ce qu'il a dit, histoire de mettre un peu la pression au nouveau ministre. Elisabeth Borne, Première ministre. Et nous avons constitué un gouvernement. Et je veux ici remercier chacune et chacun d'avoir accepté les responsabilités ainsi proposées. Le gouvernement que vous constituez est avant toute chose, comme je l'évoquais dans cette même salle le 7 mai dernier, un gouvernement pour agir. Agir au service de nos compatriotes, agir au service du projet sur lequel ils m'ont fait confiance les 10 et 24 avril dernier, agir dans un contexte inédit, celui où nous sortons à peine d'une pandémie, si tant est qu'elle soit totalement terminée, où la guerre est revenue en Europe et où, très clairement, nous avons à affronter des défis inédits pour notre société, notre continent. Agir, c'est peut-être un nouveau slogan qui est en train de nous préparer Emmanuel Macron, Ali. Oui, il décrit une situation qui a l'air d'être
pas problématique, avec beaucoup de difficultés. Hein. La guerre, le La Covid, pandémie. la pandémie. Maintenant, il y a le variole du singe qui va arriver sûrement. C'est ça. L'inflation qui va aller en galopant, à mon avis. Prix d'énergie de plus en plus cher. Donc, écoute, il est en train de dresser un tableau un peu difficile. Donc, c'est pour ça que je crois que le timbre de voix est très, très, très solennel. Grave. C'est-à-dire, c'est très, très, très difficile. Oui. Mais il va mener sa politique. Mais il a toujours les mêmes ingrédients puisqu'il a toujours gardé les mêmes ministres. Donc, C'est ça. à mon avis, ça va pas changer. Alors, on parlait de Sandrine Rousseau. Voici que c'est quand même la loose pour elle. Parce que, en fait, je vous explique, elle se présente aux législatives, sauf que dans sa même circonscription, il y a une autre Sandrine Rousseau qui se présente. C'est le bordel. Une autre Sandrine Rousseau se présente aux législatives et ce n'est pas celle que vous connaissez, c'est un homonyme. Très drôle. C'est vrai et c'est encore mieux que ça. Cette Sandrine Rousseau est candidate dans la même circonscription que Sandrine Rousseau, la militante féministe. Elle se présente sous l'étiquette Mouvement de la ruralité, une émanation de chasse, pêche et tradition. C'est la loose, Pierre, pour Sandrine Rousseau, quand même. Oui, alors, la méthode... Alors, franchement, moi, j'ai beaucoup de désaccords. J'ai beaucoup de désaccords avec Sandrine Rousseau. J'adore. En réalité, je suis en désaccord sur quasiment tout. Ouais. Mais... le coup que fait chasse, pêche et tradition, c'est plutôt les coups que l'on fait en campagne électorale lorsqu'on est en Russie. C'est-à-dire que, mais bien sûr, on met des candidats qui portent le même nom dans la circonscription pour essayer de perdre un Moi, petit je peu. trouve ça drôle. Ouais, moi je trouve pas ça drôle parce que là, on sort de la démocratie. T'avais plus d'humour lorsqu'on parlait du PSG, par contre. Pardon ? T'avais plus d'humour lorsqu'on parlait du PSG. Ouais, mais parce que j'ai pas d'humour avec la question démocratique qui me préoccupe beaucoup. Moi, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est qu'avec ce type de jeu, en réalité, on a 55% des gens, 60% des gens qui vont pas se déplacer et qui se détournent de la politique, qui prennent les pop-corn et qui regardent ce qui est en train de se passer et qui considèrent ça comme un spectacle. Sucré ou salé, les pop-corn ? Pardon ? Sucré ou salé ? Oui, moi, sans sel et sans sucre. Ah oui, c'est dégueulasse. Voilà, je tiens à durer. Donc, oui, la durée quoi ? T'aimes bien la durée ? Non, je tiens à durer. D'accord, durer. ok. Je m'inscris dans la durée. Voilà. C'est bon aussi la durée. Hein. Ouais, Oui, je ne si, sais pas. bon, c'est quoi ? C'est quel plat, la durée ? Non, c'est les glaces, là. Les glaces, la durée. Les macarons. Les macarons, exact. je ne connais pas. Non, mais simplement, non, je trouve pas ça drôle du tout. Et j'espère que Sandrine Rousseau sera battue sur son programme politique. Laquelle ? Mais les deux. D'accord, très bien. Les deux. Allez, dans un instant, voilà. Et on passera. Et je vous invite vraiment à aller regarder le conte parodique de Sandrine Rousseau, Sardine Rousseau. Dans un instant, le quiz. Et avant le quiz, Elisabeth Borne, à peine un premier déplacement, déjà chahuté. À tout de suite. Le LGF, merci d'être avec nous. Attends un peu, mon Pierre. Le quiz arrive dans 2 minutes à peine. Pour l'heure, Elisabeth Borne qui était dans le Calvados où elle se présente comme aux législatives comme candidate et elle a la pression puisque Emmanuel Macron a rappelé attention ceux qui perdent dehors démission sauf qu'elle a proposé vous savez des tracts et il y en a qui a refusé le tract d'Elisabeth Borne. Pourquoi? Écoutez. Je vais vous décevoir, mais moi je me salis pas les mains. C'est vrai? À ce point? Non, ah oui madame, parce que moi j'aime bien les gens qui me respectent. On me faire traiter de feignant quand j'ai commencé à travailler à 14 ans. Qu'est-ce que vous êtes traité de feignant? Le président, c'est lui qui me préside, m'a traité de feignant. D'incapable et de gaulois, c'est moi, je peux parler. Et vous voyez, j'ai pas trop apprécié. Moi je travaille 16 heures par jour, en tant qu'apprenti à 14 ans. D'accord? Je pense qu'il y a un malentendu. Et il faut respecter les référendums. Et puis moi je ne vote pas à droite. Parce que vous ne me représentez pas. Alors, je pense pas qu'on soit à droite, vous voyez, c'est pas tout à fait mon idée. Voilà, Elisabeth Borne un peu embêtée par ce qui se passait autour de ce monsieur qui l'interpellait, ne voulant pas se salir les mains, a-t-il dit, avec ce tract donc d'Elisabeth Borne. Voilà. Quelque chose à rajouter? Ça fait partie de la vie démocratique. Oui, c'est la vie démocratique. Très bien, ok. Bon, c'est normal. Le quiz. Bah voilà, le quiz, c'est parti, on y va. Le quiz, c'est maintenant. Le quiz. Et il oppose résultat déjà, toi. Pierre-Henri à Ali.
Mam, la belle histoire. J'ai changé de place. Hein. Et pourquoi il a changé de place? T'es là. Ouais, parce que j'ai pas de micro. Voilà, c'est Pierre, ça. il pardon. Ouais, oui. Ah, pardon. C'est qu'il y a partout, lui. Hein. Ouais. Arrestation, messieurs, à Lyon, en 1989, de quel ancien chef de la... Jean-Marc Rouillant. Non. Non, c'est pas Barbie, non? Non. 89, attends. Si vous me laissez terminer la question, bah oui, c'est bien. pardon, excuse-moi. Chef de la milice de Lyon à l'époque. Comment s'appelait-il? Paul Touvier est une bonne réponse. La belle histoire, bravo. Bravo. Deuxième question. Officiellement, les États-Unis comptent réduire de moitié leur aide à quel pays du Maghreb? L'Égypte. Non. Non, Maroc. Non. L'Algérie. Non. L'Égypte. La Tunisie. Qui a dit Pourquoi Tunisie? Moi. Pourquoi tu Non, c'est pas toi. C'est Si, Ali. c'est moi. C'est qui? C'est moi. Oui, calme-toi. C'est moi. Calme-toi. Oui, effectivement. Je me le voyais déjà. Bah, parce que les États-Unis considèrent que Kais Saïd mène une politique d'autocrate. Voilà. Et puis, au passage, ils ont raison. Oui, bah, on ne sait pas s'ils ont raison. Donc, bah si, c'est une vraie politique d'autocrate quand tu commences à mettre mais les avocats qui se prennent les États-Unis pour dire voilà. Vu le montant des aides allouées, je pense que tu sais, ils peuvent le dire. Ils peuvent le dire parce que là on est en millions, alors qu'on vient de donner 40 milliards à l'Ukraine, donc ça va. Ouais. Un point pour la belle histoire, un point pour Pierre-Henri. Donc 2. Non, pas 2, 1. Ah bon. Commence pas. Je cherche à présent un scénariste, mais aussi compositeur français. Il est mort en 2020 à Paris. Il a été élu à l'Académie française. Oula. Un scénariste? Oui, un scénariste et compositeur. Il a aussi composé pour de grands chanteurs et chanteuses Ah, françaises. Dabadi. Dabadi est une bonne réponse de Ali. Bravo. Ce qui nous met tout le monde à égalité. 1 partout. Et Najette qui m'a soufflé. Je ne pense pas, non. Quel défenseur international français de Manchester City a Benjamin plaidé Mendy. non coupable de violence et d'agression sexuelle? Benjamin Mendy est une bonne réponse. Mais il est toujours en tôle, lui? Oui, Non, il est sorti avec le bracelet. Il a plaidé non coupable. 2 pour Ali. Compliqué quand même. Hein. Je cherche un acteur, scénariste et dramaturge français, né en 1951 en Algérie. Indice, le grand pardon. Jean-Paul Bacry. Non, c'est Alexandre Arcadi. Jean-Pierre Bacry est une bonne réponse. Ah, Cuisine et Bacry. dépendance et air de famille. Quelques-uns de ses grands films. Avec surtout Agnès Jaoui, beaucoup. Son épouse. Ali se détache. Ali se détache. Attention. Le Kikadi. Allez, hop. Bien sûr que dans 30 ans, il pourrait y avoir des femmes voilées présentant les infos. Zemmour. Et une bonne réponse. Bah, ça, c'était une remarque à laquelle on ne s'attendait pas de la part de Zemmour. Hein. C'est vrai. Il revient encore avec sur l'islam. C'est Ouais. incroyable. Comme hein. d'habitude. Comme d'habitude. Bah, c'est son obsession. Donc, dernière question. 3. Quoi, 3-3? Bah, 3-3. 3-3 3-2-1. Merci. 3-2-1. Oui. Et Dernière question. Pour Najette. Mam. Je cherche On a perdu. un footballeur. Ch'to 7e et dernière question. Je cherche un footballeur international et acteur français. Né à Cantona. Marseille. Eric Cantona. Eric Cantona est Et une voilà, bonne réponse. égalisation. 1966. Il est fou ce mec. Alors, dernière question pour vous départager et vous jouez entre Ali et Pierre-Henri. Oula. L'ancien ministre Jean-Michel Blanquer se présente dans quel département? L'Eure-et-Loire. Non. Ouais, la Montargis. Oui, le Loiret. Le Loiret. Ouais, mais il l'a dit. Montargis. Non, mais moi j'ai demandé. Attends. Il a demandé J'ai demandé le département et pas la je sais ville. pas, pardon. La VAR. Non, il n'y a pas de VAR. Ah, la pas de VAR. Tu as gagné. Pierre-Henri, tu as gagné. J'ai gagné. À la Marseillaise, à la dernière minute. Voilà. Même le chien est content. Dans un C'est instant, normal, j'ai gagné. Mam, comment va s'appeler la chronique? Ça va s'appeler Complice du vice. Oh, ça c'est joli. Complice du vice. Est-ce qu'il y a du Pierre-Henri dans le truc? Oui, il y en a beaucoup. Ah, c'est très bien. C'est pas fait pour nous déplaire. Restez avec nous sur France Maghreb 2. La belle histoire. Mam, vous avez raté l'émission. J'ai envie de dire, vous pouvez la réécouter d'abord en replay sur YouTube, bien sûr. Et vous pouvez la suivre aussi sur les réseaux sociaux grâce à la formidable compétence de Nadège. Sur Twitter, le grand forum FM2, reprendre des conneries de Pierre-Henri. Sur Instagram, reprendre des conneries d'Ali. Sur Facebook, Christophe le grand forum pour reprendre des conneries de tout le monde. Et la belle histoire arrive dans un instant, à tout de suite.
Le LGF, le grand forum, avec le retour après 3 semaines d'absence de Pierre-Henri de France Fraternité quand même. Ça nous fait plaisir quand même de te revoir, mon Pierre. Je dois le dire. Moi, je me fais plaisir d'être sur l'antenne. Je pensais que tu allais être, ça y est, occupé du côté d'un ministère. Ouais, bah non. Bah, peut-être le 12e gouvernement après les législatives, hein, qui sait. C'est ça. Je vous donne, si Emmanuel Macron, si vous voulez le numéro de téléphone de Pierre-Henri, je vous le donne. Hein. Voilà. Il est ouvert, il répond 24 heures sur 24. Ministre de Solidarité, à mon avis, ça va, hein, pourquoi pas, why not, non Pierre je ne fais aucun commentaire. Non mais si, mais fais un commentaire, mais parle un peu, je sais Ministre pas, de assume, mon Solidarité, vieux. si. Hein bon, Bah ouais. allez, vous avez raté l'émission, ce sont des choses qui arrivent, j'ai envie de dire. Mais il y a la séance rattrapage avec Mam, la belle histoire, et sa chronique qui s'appelle... Complice du vice. Complice du vice. Je ne serai pas complice, en tout cas en ce qui me concerne, mais je t'écoute. Merci Christophe. Complice du vice. Je débute ma chronique ce soir pour dénoncer les vices et les complices du vice, à commencer par un membre du gouvernement, Agile. Apparemment des membres qui l'animent inférieurs en moralité mais supérieurs en emprise. 2 plaintes antérieures et une plainte récente président au récent souci de Damien Abad, ministre des Solidarités qui s'effrite de l'autonomie en honneur défendue, rendant handicapé son début de parcours ministériel. Au-delà de l'affaire, la justice ne se rend plus dans les prétoires mais dans les studios de télévision. Et le gouvernement a bon dos de ne regarder que le patrimoine, mais il est tout aussi important de regarder le casier. Attention au jugement hâtif, de juger en pleine connaissance de cause, soit on lui fait la bise, soit on est complice du vice. Quand première ministre Babette Labornée apprend par la presse une affaire concernant un ministre de son propre gouvernement, ça la fout très mal. À quoi cela a-t-il servi pour le président et sa première ministre de concevoir une tchoutchouka abracadabrantesque pour finir avec des délinquants du slip présumé? Pape Ndiaye était d'ailleurs au Conseil des ministres. Le pauvre était entre Darmanin et Abad. Il a eu peur. Ah oui. Prise de guerre annoncée, Damien Abad ayant violé ses convictions politiques. Cette prise de guerre est le fruit du péché quand Macron, Borne ont croqué la pomme. Rabbi Jacob s'est débarrassé de l'embarrassant Abad à bon compte, car c'est connu, les bons comptes font les bons ennemis. Que la justice fasse son travail de manière impartiale, tant pour Damien Abad que pour Taha Bouhafs. Quant à Sandrine Rousseau, juge d'instruction à charge ou à décharge électrique écologique, manque de substance politique et d'existence médiatique, s'arrogeant le monopole du féminisme fervent. Circulez, madame, il n'y a rien à manger. Si vous insistez, Pierre-Henri se fera un plaisir de vous inviter à dîner au restaurant, contrairement à Ali. Et ne vous inquiétez pas, madame Rousseau, l'économe au cœur de pierre vous fera payer l'addition. En toute mauvaise foi, lol. Le détournement du regard sur le fond comme sur la forme. Sans transition au football, Kylian Mbappé invente le patrimoine franco-footballistico-qatari. Le patriotisme, pardon. Le jeune Bondinois a prolongé jusqu'en 2025 l'histoire avec le Paris Saint-Germain avec une somme stratosphérique présumée de 300 millions d'euros, bien en deçà en réalité, mais les sommes sont folles tout de même. Le Real de Madrid a été renvoyé à la réalité de Madrid. Le monde du football, c'est aussi les complices du vice, de l'argent roi, où les politiques et businessmen s'assemblent au nom des intérêts et des commissions, et même plus de grosses commissions. Kylian Mbappé, au fond, invente une nouvelle façon de jouer au football, une nouvelle forme de joueur, celui du XXIe siècle. Businessman, celui qui impose ses choix sur le projet sportif du Paris Saint-Germain, comme Messi l'avait fait alors au Barça en pleine crise. Mbappé veut faire de son club non plus le Paris perdu ou le Petit Saint-Germain, mais un Paris sportif sain et sauf en cousin germain qatari. Après avoir remporté plusieurs années la Ligue des Lampions, il est temps de signer une nouvelle page l'an prochain avec en accompagnement les Marseillais et son entraîneur Sampaoli, mais sans doute aussi sympa sur le terrain. En parlant de football, M. Pierre-Henri va créer une succursale de France Fraternité en Algérie. Algérie Fraternité aura comme principal objectif de restaurer, à défaut de restaurer Ali Lol, l'honneur footballistique de l'Algérie en demandant la réhabilitation de la rencontre Algérie-Cameroun. Une rencontre de mauvaise foi comme Pierre-Henri.
Place à la politique avec la participation d'Ali Djouara, candidat aux élections législatives de la 4e circonscription de Seine-Saint-Denis. Un rappel profitant nullement à la mauvaise foi de Pierre qui prédisait la défaite au premier tour de M. Djouara aux élections départementales. Nous ne comptons pas en France Fraternité pour soutenir Pierre-Henry souhaitant racheter le PMU. Lol. Ali Djouara, né il y a 35 ans à La Courneuve, repart aux législatives pour incarner la voix des quartiers populaires, de ceux qui y vivent, car ils y vivent eux-mêmes, connectés aux problèmes du quotidien et surtout de réfléchir à les résoudre. Stein, La Courneuve, Dugny et le Blanc-Mesnil seront les terrains de jeu de pratiquement 12 candidatures de droite, de gauche et des sans étiquette. Ali Djouara n'est pas dupe et ne laissera pas baisser sa jupe pour la nupe. Ali et Pierre, complices du verbe, n'en finissent pas de points posés de questions brèves, mais la réponse est claire. Ali compte sur Mohamed en spirit, mais aussi sur le peuple pour porter haut les couleurs d'une république juste. Le bookmaker Pierre-Henry prépare la défaite à 24 contre 1. Mauvaise foi incarnée. Sans transition aucune, la foi d'Emmanuel Macron est inébranlable quant à elle. Quand il s'adresse au Conseil des ministres, il dresse un tableau de l'action à conduire avec un cap, le changement dans la continuité. 2 Sandrine Rousseau pour le prix d'un, comme si la première ne suffisait pas. C'est comme si on y avait 2 Pierre-Henry dans cette planète. Insupportable, intolérable. Pierre-Henry, c'est chasse, nature, tradition et mauvaise foi, MDR. Babette Borne est partie boire du Calvados et elle fut corsée quand un citoyen a refusé de lui tendre un tract. Enfin, c'est elle qui devait tendre un tract, mais malheureusement, ça a été refusé. Ouais. Bien fait pour elle et bien fait républicain. Quiz gagné par Pierre-Henry en pleine bonne foi, pour une fois. Ma foi, bien sûr, je ne risque pas la cirrhose, ni la sinistrose, mais je ne suis complice de rien, si ce n'est de vous, chers auditeurs et auditrices, que la vertu radiophonique m'invite à vous donner rendez-vous demain en complice du rire. Merci beaucoup, la belle histoire. Bravo. Merci beaucoup. Tiens, demain, est-ce que vous savez qu'il y a des Jeux méditerranéens qui vont se dérouler à Oran ? Oui. Ouais. Je recevrai le directeur de la communication des Jeux méditerranéens. Ouais. Voilà. On blague plus ici. C'est dommage d'ailleurs que ces jeux ne soient pas plus mis en exergue. Ils existent depuis longtemps. Et ils tournent dans les pays méditerranéens, évidemment, mais ils n'ont pas tout à fait le budget qu'ils mériteraient. Ouais, bah écoute, on lui posera la question. Mais c'est bien de les recevoir. Ouais, bah voilà, donc demain. Et un autre candidat NUPS demain. Tu pourras sortir la jupe, mon cher ami. Tout en ne restant pas dupe. Évidemment. Ouais, voilà. Rendez-vous demain avec Philippe Bourriaki et Nasser Lagili qui seront autour de cette table demain avec la belle histoire et avec la ravissante Nadège. Bonne soirée à tous. Merci Pierre-Henry, merci Ali, merci la belle histoire. Salut à tous, ciao.